sauf que moi je vais vous parler des champignons. Et alors, juste pour rebondir, hein, la taille des champignons, elle s'arrête. Sur certains, en tout cas, jamais. Donc il faudrait regarder, mais je me pense que certains arbres aussi. Hein, je vais poser la question. Je parlais surtout pour les animaux. Oui, j'enlève mon masque. Vous m'entendez mieux. Je tombe le masque. Alors les champignons, en fait, tout le monde connaît certains champignons de façon assez importante, hein, puisque la plupart d'entre vous connaissent ceux qu'on mange, typiquement, hein, les cèpes, les coulmelles ou autres. Vous connaissez aussi un certain nombre de champignons sans savoir forcément que c'est des champignons, comme les levures, qui rentrent dans la confection du pain, des choses comme ça. Mais globalement, le monde des champignons reste assez méconnu du grand public, y compris, alors, au Libre, vous commencez à bien connaître quand même, mais ailleurs, ça reste encore un peu un monde un peu étrange. Donc je vais commencer par vous présenter les champignons, puis après je vous parlerai donc de comment on peut les utiliser pour l'énergie. Voilà. Ouais. Alors les champignons, déjà pour les replacer dans la phylogénie du monde du vivant. Donc ici, je vous ai présenté un arbre donc phylogénétique. Donc tout à la base ici, nous sont présentés le monde bactérien et prokaryote avec les archébactéries et les eubactéries. Et puis tout le monde eucaryote, qui est assez large, hein, donc on va retrouver notamment ici les végétaux, les animaux, et de façon assez surprenante, parce qu'on ne l'a pas réalisé tout de suite, les champignons qui font partie des eumycètes, enfin, qui sont des eumycètes, qui vont apparaître donc, dans un groupe bien distinct de tous les autres, et qui sont plus proches finalement des animaux que des plantes, alors qu'ils ont longtemps été considérés comme un groupement appartenant aux plantes. Donc, les champignons ne sont pas des plantes, c'est un groupe à part qui répond à des définitions bien précises et qui ont des spécificités bien précises aussi. Alors de façon morphologique, les champignons, on va les trouver sur plein d'aspects différents. Donc comme je vous disais, on va retrouver des levures. C'est typiquement la levure Saccharomyces cerevisiae, vous avez tous entendu parler. La levure de boulangerie, il y a plein d'autres types de levures. Il y a les candidats aussi, qui sont des pathogènes humains assez importants, qui ont une forme unicellulaire, donc c'est vraiment que des cellules rondes, qui par division vont se retrouver collées les unes à côté des autres et former ce qu'on appelle des colonies, exactement comme les bactéries aussi. C'est le même type de division. Et puis il y a la majorité des champignons sont en fait sous forme de champignons filamenteux, parce qu'ils font des ifs, également appelés des filaments, et qui vont constituer un mycélium. Alors ça, vous connaissez tous aussi, puisque c'est ce qu'on va retrouver notamment sous nos aliments, sous forme de ce qu'on appelle pourriture. Et c'est eux aussi, ces champignons filamenteux, qui sont à l'origine de ces structures plus grandes, qui sont les sporophores, et qui vont constituer donc, les champignons qui peuvent éventuellement être consommés. Donc c'est pas le cas ici, hein, c'est une amanite, une mouche toxique. Alors je vais vous parler un peu plus des champignons filamenteux, parce que au Libre, on travaille sur un champignon filamenteux, et puis c'est vraiment la grosse majorité des champignons qui sont constitués de filaments. On va retrouver ces champignons dans quasiment tous les écosystèmes terrestres, y compris sous l'eau. Il y a des champignons qui poussent sans problème dans la mer, sous l'eau et même dans l'eau salée. Ils ont un rôle essentiel dans la dégradation de la biomasse végétale, on y reviendra puisque le niveau énergétique, c'est évidemment un facteur important. C'est donc constitué de filaments qui forment un réseau d'ifs qui sont connectés les unes aux autres, et tout ça va constituer donc un mycélium. Donc l'ensemble de toutes les ifs d'un champignon forment un mycélium. On parle également de thalle. Et là, contrairement aux levures donc, qui se divisent les unes aux autres pour redonner des cellules identiques, les filaments des champignons filamenteux vont s'allonger avec une croissance dite apicale, donc uniquement au niveau des apex. Éventuellement aussi, on y reviendra, ça peut faire des embranchements avec de nouveau une croissance apicale au niveau des ifs tout secondaires. Et donc tout ça, ça conduit à faire des réseaux qui peuvent donc dans certains cas
arriver à la formation de sporophores, qui sont des grosses structures qu'on observe assez fréquemment. Surtout en cette saison, enfin, il n'y a pas encore beaucoup plu là, mais ça vient. Alors, l'intérêt de cette croissance avec des filaments comme ça, qui ont une croissance apicale, avec également quand même des embranchements, ça permet vraiment d'envahir complètement son environnement. Et donc, on pense que ces champignons sont capables d'explorer pour exploiter au mieux finalement les nutriments qui sont à leur disposition, puisque c'est un organisme qui ne bouge pas, donc il est obligé de se contenter de ce qu'il y a sur place. Et donc, il va explorer, exploiter, et ça va lui permettre justement de limiter les pertes en énergie, puisque quand il y a un endroit où ça ne lui convient pas bien, il ne perd pas de temps à faire trop d'embranchements, il va plus loin pour voir ce qui se passe. Et du coup, ça nous permet éventuellement d'établir l'étude de ces réseaux, des modèles de croissance, de systèmes vivants qui sont donc sous contrainte. On peut appliquer différentes pressions de sélection, des stress, et voir comment ces champignons arrivent malgré tout à continuer à croître et à se développer. Je peux poser une question? S'il y avait une perte, une absence de nutriments à un endroit exploité, toute cette partie du réseau meurt? Ça ne meurt pas forcément, ça rentre en phase stationnaire plus. Quand c'est juste une absence de nutriments. Alors justement, donc la nutrition, c'est un système de nutrition assez particulier, les champignons, puisqu'ils n'ont évidemment pas de bouche, pas d'intestin, et donc ils ne font pas de digestion à l'intérieur. En fait, les champignons produisent un grand nombre d'enzymes qui sont exportées à l'extérieur, et c'est ces enzymes qui, à l'extérieur, vont digérer les nutriments qui sont à disposition du champignon. Donc ça va couper des grosses molécules en molécules beaucoup plus petites, qui, elles, vont pouvoir être absorbées par les filaments. Et donc, on dit que ces champignons sont absorbotrophes. Donc, ils digèrent à l'extérieur et ils vont importer leurs nutriments à l'intérieur. Alors, on les retrouve absolument partout. Et avec des modes de vie très variables, puisqu'ils peuvent être aussi bien saprophytes, donc se nourrir aux dépens de matières organiques mortes, symbiotiques ou parasites, donc dans les deux cas c'est aux dépens de matières organiques vivantes, symbiotiques avec des effets, des échanges bénéfiques hôtes l'organisme à l'intérieur, et parasites où c'est donc néfaste en plus pour l'hôte. Alors justement sur la colonisation de l'environnement et la taille de ces champignons, donc certains peuvent vraiment croître de façon exponentielle. C'est quand on voit la note pour d'autres choses en ce moment. En tout cas, les champignons ont une croissance de type exponentielle, circulaire puisqu'ils ont une croissance par leurs extrémités apicales, et ça peut aller donc une taille de réseau très importante. Et donc, le champignon le plus connu pour faire des réseaux de taille très importante, c'est Armillaria hostae, dont on a trouvé des thalles jusqu'à 5,5 km de diamètre. Ce champignon aurait 2000 ans, et si on arrivait à récupérer tout le mycélium et à le peser, on trouverait 700 tonnes donc pour ce champignon. Parce qu'au niveau énergétique, il y a des choses à creuser sur ces champignons. Donc pour vous montrer, les armillaires, ça ressemble à ces champignons ici, on les trouve très fréquemment, y compris dans les régions parisiennes. Ils sont souvent, donc les sporophores, on les retrouve souvent par touffes comme ça. Et c'est des champignons qui vivent, qui sont parasites. Donc ici du chêne rouge par exemple, ou là du pin blanc. Et du coup ça crée des zones où les arbres sont malades en fait, et donc c'est pour ça qu'on peut les visualiser très bien, ces zones circulaires. Comme ici où on a donc des conifères qui sont contaminés par des annillaires, et tous les arbres qui apparaissent plus clairs, comme ça, sont faits des arbres malades. Est-ce que c'est comestible? Les armillaires, alors je trouve que c'est toxique. Confirme, chef? J'ai parlé des baleines tout à l'heure. J'ai vu un chiffre, 50 mégatonnes de spores de champignons par an. Ça correspond à 500 000 baleines bleues produites par an. Rien que les spores. Ouais. Avec le reste. Oui, c'est énorme. Alors pour vous montrer comment se répandent, se multiplient ces champignons, un petit film, parce que je ne vais pas résister à vous présenter quand même une partie des travaux qui sont faits au LID. Donc
ça, c'est un travail qui est fait en collaboration avec les physiciens de l'Éco, notamment. Et on voit donc une spore qui germe, et qui, après avoir germé, va développer donc ces ifs, ces filaments, qui se divisent et qui ont une croissance donc apicale. C'est déjà le filament. Et ça, donc on ne voit pas l'extérieur, mais ça peut aller assez loin, et surtout ça remplit également la zone où ça vient de germer. Ça se croise ou pas? Ça se croise, et ça fusionne. Ou pas. Enfin, ça fait plein de choses. Alors ça ne fait pas que se multiplier de façon végétative, ça fait aussi de la reproduction sexuée. Et c'est comme ça, grâce à cette reproduction sexuée, que enfin, on va pouvoir avoir ces fameux sporophores qui peuvent éventuellement être consommables. Donc on va trouver ça dans deux grands groupes. Pas vraiment, mais bon, il y a les groupes des basidiomycètes, dans lesquels on va retrouver l'essentiel de ces gros sporophores, tout ce qui est amanites, bolets, etc. Ce sont des basidiomycètes. Mais on trouve également des sporophores dans le grand groupe des ascomycètes, qui nous intéressent beaucoup au laboratoire, avec notamment les truffes, qui sont quand même des champignons comestibles aussi, avec des sporophores de taille importante. Et alors, de façon curieuse, un grand nombre d'entre eux font leurs sporophores de façon concentrique. Et on ne sait pas encore bien pourquoi. Finalement, c'est toujours à peu près à la même distance que la spore qui a germé ici que se mettent en place ces sporophores. C'est un phénomène un peu particulier et ce n'est pas réservé que les gros champignons qu'on voit, ça arrive pour un grand nombre de champignons. Alors, je vous montre un petit film pour voir qu'en dehors de la prolifération des ifs, pour se disséminer finalement, c'est les spores qui vont être aussi beaucoup utilisées. Et donc on voit bien que les spores, elles sont toutes petites, très volatiles, donc elles sont expulsées par les sporophores et elles peuvent aller très très loin pour regermer et donner donc de nouvelles colonies ailleurs. Alors les champignons, il a été découvert il y a vraiment une quinzaine d'années qu'ils avaient également un rôle, donc, en dehors de plein d'autres dont on va parler un peu plus tard, puisqu'ils sont en développement dans le sol, ils vont pouvoir interagir avec les racines d'arbres. Un certain nombre d'entre eux vont même coloniser de façon symbiotique ces racines d'arbres. Ça va avoir un grand rôle. La plupart des arbres, en fait, ont des champignons à l'intérieur de leurs racines. Ces champignons qui colonisent l'intérieur des racines, ça s'appelle des mycorhizes. Et ces mycorhizes ont un réseau qui s'étend un peu en dehors des arbres, voire jusqu'au réseau racinaire d'autres arbres. Et il y a vraiment un système de communication, donc il y a passage de molécules d'un arbre à l'autre via ce qu'on appelle un web souterrain, donc via ces filaments de champignons qui colonisent donc les racines et évidemment le sol en dessous. Alors en dehors des racines d'arbres, il y a beaucoup de champignons dans le sol. On estime que 1 cm² de terre, donc c'est tout petit, 1 cm3, contient jusqu'à 1 à 5 km d'ifs fongiques. C'est vraiment énorme. Généralement les champignons, on estime qu'il faut, c'est à peu près 80% de la biomasse des sols en dehors du système racinaire. Les racines, c'est énorme, elles sont beaucoup plus grosses. Mais en dehors de ce système racinaire, la majorité de la biomasse provient de 80% des champignons. Alors, il n'y a évidemment pas que des champignons, on va y trouver aussi des bactéries, des protozoaires, des nématodes, des insectes, plein de choses. Donc en fait, le sol, c'est vraiment une ressource qui est vivante, avec beaucoup d'organismes vivants, très variés, et dynamique, puisque tous ces organismes bougent quand c'est faisable, les nématodes, les insectes, mais également avec la croissance donc, des ifs mycéliens. Les champignons recouvrent quelle surface sur 1 mètre d'épaisseur ou plus? Alors, je ne pense pas plus qu'1 mètre, parce que ça, la plupart ont quand même besoin d'oxygène. De même être plutôt inférieur. Et donc de plus en plus, en fait, on s'intéresse quand on parle de la santé des sols. Donc avant, on faisait un bilan uniquement physico-chimique. Qu'est-ce qu'il y a comme constituant chimique? Éventuellement l'acidité, des choses comme ça.
Et de plus en plus, maintenant, on constate qu'il faut aller regarder la composition finalement en microbiote, notamment en champignons, pour s'assurer de la bonne santé du sol local. Alors on va retrouver les champignons, donc, toujours dans le sol, hein, évidemment. Principalement, surtout quand ils sont saprophytes, ils vont être ce qu'on appelle des décomposeurs, qui vont décomposer la matière organique, donc c'est le cas en forêt, des feuilles qui sont tombées, des choses comme ça. Et c'est la décomposition de cette matière organique qui va permettre finalement de rentrer dans les différents cycles. Donc ici c'est le cycle du carbone qui vous est représenté, avec évidemment la décomposition donc, de la matière organique donc, qui provient en forêt notamment essentiellement des feuilles à l'automne, mais également à tout ce qui est humus, déjection des animaux, enfin, tout ça, qui est donc dégradé par les décomposeurs, donc majoritairement les champignons, et qui vont permettre de redonner du CO2 et des sucres qui sont plus facilement utilisables, donc avec consommation par les végétaux derrière, par les végétaux et puis les herbivores. Au niveau du cycle de l'azote, c'est un peu le même principe. Alors, l'azote, pour être assimilé par les plantes, est forcément la forme finalement dissoute dans le sol, donc soit sous forme de nitrite, soit sous forme de nitrate. L'azote atmosphérique n'est pas utilisable directement par les végétaux. Et alors, il y a plusieurs façons. Donc, soit les décomposeurs qui dégradent la matière organique, comme les champignons, permettent de recycler finalement des nitrites et des nitrates, soit certaines bactéries, pas les champignons pour le coup, qui sont capables de fixer, elles, l'azote atmosphérique pour redonner ammoniac, nitrite et nitrate. Mais il n'y a pas que les cycles carbone et azote qui sont les plus principaux connus, mais il y a aussi notamment le phosphore, pour lesquels les champignons ont vraiment un rôle important, parce que contrairement au carbone et à l'azote, il est finalement très peu disponible dans l'atmosphère. On va essentiellement le retrouver dans les matières organiques, et donc le rôle des décomposeurs comme les champignons est vraiment fondamental. Alors maintenant, vous connaissez un peu mieux les champignons, je vais quand même vous parler un peu d'énergie, parce que c'était le but du sujet. Donc je vais commencer par vous parler historiquement, en fait, il y a très longtemps, pour faire du feu, c'était assez compliqué. Et les hommes préhistoriques avaient trouvé le moyen, grâce à des champignons, ici l'amadouvier, qui est le plus célèbre d'entre eux, de permettre d'avoir un substrat finalement facilement inflammable. Donc en fait, sous la couche, ici, coriace, pas dur, des amadouviers, c'est un parasite aussi le madouvier, quand il y a des grosses structures comme ça sur l'arbre, ça veut dire que l'arbre en dessous n'est pas forcément très en bonne santé. Sous cette structure se trouve un tissu qu'on appelle l'amadou, qui est quelque chose de très inflammable, après traitement quand même, quelque chose de très inflammable, et donc ça permettait, quand ils frottaient des pierres, qu'on appelait les silex, sur des zones beaucoup plus rugueuses, alors au départ c'était du granit, puis après ils ont trouvé le fer, en frottant sur du fer, du silex, ça fait des étincelles, et ils ont besoin de quelque chose de très inflammable à côté, et l'amadou est une structure vraiment particulièrement inflammable. Donc c'est ça qui a permis d'avoir du feu. Et alors donc de façon un peu amusante, ils ont développé donc ce système de façon importante. Donc ici on voit une structure métallique, l'amadou, le silex, on frotte et donc on peut enflammer cet amadou et après allumer d'autres choses. Ils ont développé même, alors pas du tout à l'âge préhistorique, hein, beaucoup plus récemment, au XIXe siècle, des systèmes de briquets où on avait donc comme une boîte en métal qui permettait, en étant frotté avec le silex, d'enflammer cet amadou. Alors cet amadou, il était en général synthétisé de façon manuelle. Alors c'était pas si simple. Hein. Pour préparer l'amadou, il faut avoir exposé l'amadouvier dans un milieu frais ou dans une cave pour le faire ramollir. Après on le coupe en tranches minces. On rejette la partie par laquelle le champignon adhère à l'arbre, trop gros. Où on tranche aussi les tuyaux, là, je ne sais pas très bien ce que ça voulait dire. On bat ces lames, donc les parties coupées, sur une pierre unie ou sur un biseau de bois. On les dispose dans une grande marmite en fer, on y verse de l'eau, on fait bouillir, on ajoute éventuellement du salpêtre, ça permettait de mieux assécher par la suite l'amadou. Et après, on retire ces tranches, on les fait sécher lentement et on recommence à battre. Donc
c'est pas si simple de faire de l'amadou fonctionnel. Alors ça a quand même été développé de façon quasi industrielle, notamment en Allemagne, où il y avait des amadouiers, des amadoueurs, pardon, donc des artisans qui étaient capables et spécialisés pour faire cet amadou. Une technique. Et c'est resté jusqu'au début du XXe siècle quand même. Notamment ces briquets à amadou étaient commercialisés pendant assez longtemps. Alors exactement pour le même usage, mais au Japon, ils ne parlaient pas du tout d'amadouvier. Eux, ils utilisaient le polypore sucré. Donc c'est juste pour vous dire, c'est pas réservé à un seul champignon. Il y a d'autres champignons pour lesquels on peut, qui ont aussi donc ces tissus qui sont hautement inflammables. Et de façon curieuse, au Japon, ils n'ont jamais utilisé d'amadouvier, alors qu'il y a beaucoup d'amadouvier aussi au Japon. Alors j'en viens au biocarburant, qui en général, quand on parle champignons et énergie, c'est plutôt à ça qu'on pense. Donc les biocarburants, c'est pas du tout mon sujet de recherche, donc j'ai un petit peu recherché. J'espère ne pas trop dire de bêtises. Donc la base des biocarburants, c'est l'étude, la transformation d'une biomasse, la plupart du temps végétale, en biofuel, donc biocarburant. Pour ça, il y a plein de techniques différentes qui peuvent être utilisées. Je vais évidemment vous parler essentiellement de celles qui utilisent les champignons, qui interviennent finalement pour simplifier les sucres qu'on va retrouver présents dans cette biomasse. Alors ces biocarburants, il y en a deux grands types, on va dire. Il y a ce qu'on appelle les bioéthanols, et puis les biofuels. Donc les bioéthanols, c'est ce qui va être issu d'une fermentation, donc une fermentation alcoolique, donc qui va donner une sorte d'éthanol, et qui pourra être éventuellement mélangé avec de l'essence, alors que ce qu'on appelle plutôt les biofuels ou biodiesel pourront être mélangés au gasoil. Donc c'est deux techniques complètement différentes. Dans les deux cas, les champignons peuvent avoir un intérêt. Alors dans le premier, pour faire du bioéthanol, on parle de résidus agricoles. Alors, les sources de biomasse ont varié entre les types 1, donc les biocarburants de première génération, où c'était essentiellement des compétitions entre les cultures vivrières, donc nourriciers, ou qui pouvaient être utilisées donc, pour faire des biocarburants. Maintenant, on est plutôt sur des résidus agricoles ou des cultures dédiées, donc sur des cultures qui ne peuvent pas servir à nourrir. Cette biomasse végétale, donc issue de résidus agricoles ou de cultures dédiées, il va déjà falloir en faire des sucres qui pourront par la suite être fermentés. C'est cette hydrolyse qui pourrait être qui est faite souvent de façon chimique ou par pyrolyse, qui peut être réalisée par les champignons, une hydrolyse enzymatique, qui donne des sucres qui sont ensuite fermentés. Là, de nouveau, c'est des champignons qui peuvent intervenir parce qu'il y a beaucoup de levures qui font de la fermentation alcoolique. Et ça donne donc du bioéthanol qui peut être mélangé à l'essence. Alors cette hydrolyse enzymatique, elle est vraiment importante, parce que si on regarde comment est composée la biomasse végétale, on se rend compte qu'on a des composés très majoritaires, qui sont la lignine et la cellulose, l'hémicellulose, qui sont des composés qui sont assez difficiles à digérer, mais qui sont des polymères de sucre. Donc si on décompose, si on dégrade, que ce soit la lignine ou la cellulose, on va obtenir du sucre. Donc c'est vraiment important, puisque c'est le sucre qui va permettre d'être fermenté derrière. Donc si je schématise ici, il y a deux donc, grands composés à dégrader, la lignine d'un côté, la cellulose ou l'hémicellulose de l'autre. Le plus difficile à dégrader, c'est la lignine. Pour ça, il y a un certain nombre d'enzymes, qui sont les lacases, les lignines peroxydase, manganèse peroxydase, qui peuvent être utilisées, qui permettent de délignifier. Pour ce qui est de la cellulose et l'hémicellulose, là on est plutôt dans les cellulases ou les glycosylases. Les deux étapes sont importantes. Alors ça dépend de la biomasse de départ. Si on est plus sur des résidus terrestres, de forêt par exemple, avec des arbres, on a beaucoup plus de lignine que si sur des résidus de culture d'herbacées, où là on a majoritairement de la cellulose. Et le champignon, il vénifie, mais il ne mange pas tout ce qu'il a réussi à laisser. Non. Alors, en fait, souvent ils ne sont pas utilisés tels que. On ne fait pas pousser du champignon sur les bois, mais
On ne fait pas pousser le champignon directement sur les composés à dégrader. En fait, souvent, la plupart des cas pour faire le bioéthanol, c'est un cocktail d'enzymes extraits des champignons qui est utilisé. Donc là, évidemment, derrière, il n'y a personne pour le consommer. On ne récupère que les sucres. Donc pour la lignine, en fait, on est un peu embêté parce que ce qui dégrade le mieux la lignine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le grand groupe des basidiomycètes, donc ceux qui font des beaux sporophores. Mais ces basidiomycètes, la plupart, alors qui forment la pourriture blanche et la pourriture brune, donc c'est des très bons dégradeurs de lignine, mais ils ne sont pas forcément faciles à étudier au laboratoire. Je vous montre un peu la pourriture brune, ça fait ces gros sporophores ici, donc sur les troncs d'arbres, ce qui dégrade la lignine. Ou ici la pourriture blanche, des grosses structures qui ont besoin d'arbres pour se développer, qui sont donc très difficilement manipulables. Pour extraire des enzymes ou autres, c'est vraiment compliqué. Donc du coup, on cherche dans les différents laboratoires à trouver d'autres champignons qui sont plus facilement utilisables. Et c'est notamment le cas de certains ascomycètes. Je vais enfin vous parler de Podospora anserina, notre champignon favori au lead, qui est donc un ascomycète et qui possède finalement un grand nombre d'enzymes qui permettent de dégrader cette lignine. Donc ici, c'est un graphique qui vous représente le nombre d'enzymes par espèce qui peuvent dégrader la lignine. Donc on va retrouver en bleu, donc majoritairement des basidiomycètes, en gris les ascomycètes qui apparaissent plutôt vers la fin de ce diagramme. Mais Podospora, notre champignon favori, finalement, il est très bien armé avec un grand nombre d'enzymes qui permettent de dégrader la lignine. Et ça a été étudié au lead avec donc, déjà 3 publications qui ont montré qu'effectivement, non seulement Podospora anserina possède des enzymes capables de dégrader la lignine, mais qu'en plus elles sont fonctionnelles, voire Podospora produit des enzymes thermostables, donc on pourrait envisager éventuellement de purifier ou de transposer dans d'autres champignons plus faciles pour produire des enzymes. Et comme elles sont thermostables, nous pouvons les utiliser de façon plus facile derrière. Pour la partie plus cellulose, donc là où on a besoin de cellulase, pour l'instant ça a déjà été très bien décrit, donc il n'y a pas d'autres études qui sont en cours particulièrement au lead en tout cas. Le champignon qui est le plus utilisé pour faire cette hydrolyse enzymatique, c'est le champignon Trichoderma. Donc ça a été beaucoup étudié notamment au sein de l'IFPEN, je me suis permis de reprendre quelques-unes de leurs illustrations. Donc leur champignon modèle, c'est Trichoderma rhizei, ici, donc c'est également un champignon filamenteux, c'est aussi un ascomycète. Je vais accélérer. Qui a donc la bonne idée de produire un grand nombre de cellulases, de pouvoir être cultivé dans des grands fermenteurs, et donc on peut extraire beaucoup de cellulase, qui va servir donc directement pour dégrader la biomasse, hydrolyser. Alors le problème, c'est que ça coûte quand même très cher, puisqu'il faut faire des grosses cultures, que le coût pour avoir de la cellulase fonctionnelle et dégrader cette biomasse est vraiment important, et du coup il y a des études en cours toujours, pour optimiser. Donc un des systèmes qui est développé en ce moment, c'est de trouver des cellulases qui sont encore plus fonctionnelles, qui dégradent encore mieux la cellulase. Ils ont trouvé ça notamment chez un champignon du genre Aspergillus. Et donc dans le cocktail d'enzymes, ils rajoutent aussi maintenant ce type de cellulase. L'autre chose qui permet d'améliorer la production des enzymes, donc les enzymes sont les mêmes, mais on en produit plus, c'est d'optimiser les cultures. Et pour ça, finalement, on s'est rendu compte que selon la façon dont poussait le champignon dans son fermenteur, on avait plus ou moins de molécules synthétisées. Et d'où un autre sujet du lead. Je ne vous dis pas au plaisir, je vous montre quand même vite fait. Notre champignon qui est donc en croissance. Donc la spore, vous l'avez déjà vu. Donc deux comparaisons, la forme microscopique, donc on voit le mycélium qui va se développer. Et la forme macroscopique, je ne sais pas toucher, on le voit sur boîte de pétri, donc envahir son milieu. On a pu faire des images très résolues en observant pendant 24 heures la croissance du champignon, ce qui nous permet, après des études, alors c'est plus la partie physique de l'histoire,
binarisation, vectorisation du système, de compter le nombre d'apex, donc le nombre d'extrémités, le nombre de nœuds justement où ça s'embranche ou ça se croise éventuellement, et la longueur totale des ifs, de regarder cette évolution au cours du temps, de voir qu'il y a vraiment une phase exponentielle, de dénombrer donc sur un réseau ici donc de 48 heures, on peut trouver 200 000 nœuds, 15 000 apex, donc la longueur totale des ifs fait 15 mètres, tout ça pour finalement un diamètre un peu moins de 2 cm. Grâce à Sylvia Bobet, qui est une géographe, on a également accès à la densité de ces tales. Et tout ça, c'est pareil, ça donnait un premier papier récemment. Donc ça, c'est tout ce qui est dégradation de la biomasse pour faire des bioéthanols. Maintenant, j'ai plutôt parlé de ce qui va permettre de faire des mycodiesels. Donc est-ce qu'on va pouvoir un jour, directement à partir du champignon, remplir nos voitures, nos réservoirs? Alors à l'origine, le mycodiesel, juste préciser, c'est des plantes qui sont très riches en gras, en acides gras, ce qu'on appelle les plantes oléagineuses. Donc c'est majoritairement le colza, par exemple. Et donc ça, avec toute une suite de traitements, on ne voit pas comme ça, c'est l'huile qui est directement extraite, peut faire du biodiesel. Donc ça, c'était les biocarburants de première génération. Donc on ne veut pas du tout de carburant de première génération, puisque je l'ai dit, c'est en compétition avec la filière vivrière notamment. Mais les champignons pourraient, dans certains cas, réaliser la même chose, puisqu'il existe des champignons qui sont également oléagineux. C'est le cas de la levure, alors dimorphique parce qu'elle fait et de la forme levure et des filaments, qui peut synthétiser en très grande quantité des acides gras qui sont des triacylglycérides, qui peuvent à la suite être transformés en fatty acides méthylester, des FAME, qui sont directement des biodiesels également utilisables. Et alors, de façon surprenante, un certain nombre de champignons endophytes ont été trouvés. Alors, endophytes, c'est des champignons qui poussent dans les plantes, mais pas au niveau des racines. C'est plusieurs champignons endophytes, comme Iliocladium roseum. Il a été montré que, de façon spontanée, ils étaient capables de synthétiser des composés organiques volatiles, COV, qui étaient identiques à des hydrocarbures volatiles. C'est assez surprenant. Alors évidemment, le problème, c'est que des champignons endophytes, ça pousse à l'intérieur de la plante, donc il faudrait cultiver les plantes en même temps que le champignon, c'est pas facile. Donc l'étude est en cours, et notamment au LID, dans l'équipe de Philippe Sillard, il y a Roselyne Ferrari qui travaille sur ces composés organiques volatiles. Et pour finir, les champignons pourraient également intervenir dans les piles. Alors pas pour remplacer malheureusement la partie lithium-ion qui est importante dans les piles, mais grâce à des réactions d'oxydoréduction, en fait, pourraient permettre des échanges entre l'anode et la cathode. Globalement, ça a l'air de fonctionner. Alors j'imagine que c'est quand même encore un peu cher. Alors c'était mis au point pour Trametes versicolor et également de façon plus récente sur un champignon, c'est comme un champignon de Paris, c'est le champignon portobello, qui contient une haute teneur en sel de potassium, et c'est ce sel de potassium qui va permettre donc de remplacer finalement anode et cathode de façon stable, qui permet, parce que les anodes et cathodes se dégradent dans le temps, alors qu'il semblerait que la petite pellicule du champignon, après le traitement, puisse remplacer de façon efficace et beaucoup plus longue dans le temps ces anodes et cathodes. Voilà, et juste un petit clin d'œil, j'ai trouvé ça en plus, je trouvais ça rigolo. Il y a des personnes qui se sont amusées à faire une lampe, à éclairer une lampe, en transférer une lampe, en fixant, en greffant, grâce à une imprimante 3D, sur un champignon de Paris, des cyanobactéries. Donc, les cyanobactéries sont capables de faire la photosynthèse. Et donc, en utilisant l'énergie lumineuse, avec photosynthèse, fixée sur le champignon, ça permet d'alimenter une lampe. Une autre source éventuelle de recherche à développer. Voilà. Je vous remercie.